ils peuvent encore en mettre d'autres, voilà. Et un joueur, Vinicius, qui est un joueur absolument incroyable. Et je n'ai pas la moindre idée parce que Vincent Garcia n'est pas un garçon qui fait des confidences, il faut le savoir. Mais en tout cas, Vinicius, pour moi, il le mérite. Est-ce qu'il est fantastique, le match de Mbappé, tu l'as vu ou pas? Le match de Mbappé, j'ai vu comme toi, que c'est vrai que c'est le défenseur qui donne. Je l'ai pas vu. Mais il a fait 2-3 trucs. Ce qui est fabuleux dans ce match, c'est mais le héros, c'est Vinicius. Comment il construit ce retour? Il vient du PSG, il en progresse. Comment il construit ce retour? Parce que quand Rudiger marque le 2-1, l'attitude. En fait, on avait les deux écrans, on avait le PSG et le Real. Et quand tu vois le premier but du Real, mais tu vois ce qui s'empare de l'équipe, ce qui s'empare de Rudiger, l'attitude qu'il a quand il marque. Tu vois qu'il amène tout le monde, les joueurs, le stade, tout le monde. C'est exceptionnel. Et on oublie, parce qu'on ne peut pas le voir, et ça passera malheureusement aux oubliettes peut-être, mais à 2-2, Courtois fait un arrêt extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Et après, ça... Mais ça veut dire que tous les joueurs se mettent à partir du 2-1 à un niveau mais exceptionnel. Et je trouve que Vinicius, c'est évidemment fantastique. Mais j'ai l'impression que Jo a envie de dire quelque chose. C'est marrant. J'ai l'impression que je devine ce qu'il a envie de dire parce qu'il l'a déjà dit. Tu sais quoi? Et tu es en train de parler, tu entends une petite voix. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous parlez du ballon d'or pour Vinicius? C'est l'un des favoris. C'est un des candidats. Moi, j'ose espérer que ce soit Rodri. Ah, Rodri? Ah oui, pourquoi? Il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Pour rien. Alors, si vous faites des matchs de City, j'ai mon avis en fait. Et l'Espagne aussi quand même. L'influence qu'il peut avoir sur les équipes dans lesquelles il joue, pas que l'Espagne, City aussi, il gagne encore un autre championnat. Ils sont éliminés en Ligue des Champions par le futur vainqueur qui est le Real, et ils gagnent l'Euro. Avec l'influence qu'il a dans ces équipes-là. Bon, franchement, si on ne pense pas une seule seconde à Rodri, non mais on prend plus rien. Tout le monde pense aussi à Rodri. C'est vrai qu'après, mais moi, j'ai pas la moindre idée de quel est le résultat final. Et là, je suis tout à fait sérieux. Mais dans la logique, 6 mois dans la logique, je sais pas si elle est bonne, mais il y a une logique du Ballon d'Or quand un attaquant qui fait une saison comme ça, qui fait une saison comme ça. Déjà, il a commencé à peu près en janvier parce qu'il a été longtemps blessé et ça marchait pas très bien en début. Et ensuite, la Copa América est inexistante. Il a été décisif en finale de la Ligue des Champions. Ça, pour lui, forcément, ça. Le Real a aussi gagné le titre de champion d'Espagne. Enfin, City a été champion d'Angleterre. Non mais bien sûr que c'est un point énorme. On fait des débats. En fait, c'est des bribes de trucs. Si tu parles de football en général, c'est pas des bribes de trucs. Je trouve que Rodri, il a vraiment son mot à dire. Mais on est tout à fait d'accord. Rodri, c'est un joueur fantastique parce que c'est lui qui fait jouer son équipe et on pourrait aussi récompenser. On pourrait aussi récompenser des joueurs comme ça. De ce que je vois de l'histoire du Ballon d'Or, en tout cas relativement récente, c'est que quand tu as un joueur offensif qui fait une saison comme ça, qui gagne tous les titres, qui a gagné. Il fait pas une saison comme ça. Si, quand même. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Regarde la saison dernière, c'est pas vrai. Il marque très peu de buts l'an dernier. Mais c'est pas vrai. Il marque pas très peu de buts. Très peu de buts. Il en met pas 45, quoi. C'est ce que je veux dire. Il fait une demi-saison l'an dernier. Après, il a été décisif en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais oui, alors si le jugement, c'est la Ligue des Champions. Donc l'Euro cette année. Non, mais je sais pas. Lundi, soir au Ballon d'Or sur la chaîne d'équipe. Avec Rodri ou Vinicius en exclusivité. Non, mais il y a d'autres candidats possibles. Il y en a d'autres. Il y a Bellingham qui est aussi un candidat. C'est pareil, mais c'est dans l'autre sens. Où je suis d'accord avec Jo. Je ne sais pas s'il sera Ballon d'Or ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que Rodri aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Bellingham, non mais. Ok, d'accord. Un défenseur qui sera pas loin. Non, mais c'est pas que Carvajal. Carvajal sera pas loin. Carvajal aussi, t'as raison, il faut le mettre dedans, Carvajal. C'est passionnant, il y a tellement de non mais Rodri, il fait pas juste, c'est pas le meilleur milieu de terrain, il gagne des trucs et l'influence, tu vois, qu'il a sur le jeu de son équipe. Et puis on parlait de leader pour le PSG, c'est un vrai leader d'équipe. T'as raison, voilà, donc il y a beaucoup de choses. L'histoire du Ballon d'Or montre que Rodri, il aurait déjà dû être encore beaucoup plus près de le gagner. Je sais pas. Si, la saison d'avant, et que finalement, il n'y était pas. Donc franchement, on verra. Franchement, moi, que ce soit l'un ou l'autre, je serais content parce que dans des styles complètement différents, mais je pense que Vinicius, il détonnerait pas comme Ballon d'Or. La première ligue qui est très exposée dans l'équipe la plus exposée. T'as l'Euro qui est gagné par l'équipe qui joue le mieux au foot. Je sais pas, moi, si ça suffit pas, à une époque, ça n'a pas suffi pour Andrés Iniesta. La victoire de Milan. Il y avait des monstres en face. Tu vois, à ce moment-là, Messi ne fait pas la meilleure saison de sa carrière. C'est vrai que c'est pas l'année, cette année, je rejoins Jo, c'est que
Il n'y a pas de joueur. Il y a 2 ans, Vinicius, moi je l'ai trouvé complètement dingue. Sur l'année, oui. Sur l'année. Moins l'année dernière, c'est vrai. Donc peut-être que sur ça, il y a un espace pour un joueur. Le suspense est lancé. Les résultats du soir, on y revient. Milan qui s'impose contre Bruges 3-1. À vous de jouer. Avec un magnifique corner direct de Pulisic pour ouvrir le score à la 34e minute. Regardez ça. Regarde bien là. À noter le gros match de Mike Maignan, solide sur sa ligne. 4 arrêts, dont 2 en tout début de match. Vous avez vu cette superbe détente. 3-1 donc pour Milan. La suite, c'est quoi les résultats Arsenal, non? On a Arsenal qui l'emporte par un but de gag contre Shakhtar. La frappe de Martinelli va aller sur le poteau. Ça va rebondir sur le gardien. Et ça va franchir la ligne 1-0. Pour les autres résultats, la Juve a été battue par Stuttgart 1-0. Aston Villa s'impose 2-0 contre Bologne et prend la tête du classement. Même score pour la victoire de Gérone contre le Slovan Bratislava et pour celle du Sporting face à Monaco, on en parle dans quelques minutes, c'est ça, ou on passe les images tout de suite? C'est vous qui me dites, c'est vous qui me dites. Non, c'est la régie qui va décider. Jacques la fripouille, on y va? Quoi? Ok, Monaco s'impose 5-1 contre l'Étoile Rouge Belgrade, on y va. Contrat rempli, la fête est réussie. Minamino ouvre le bal sur un ballon de Singo lancé dans la profondeur. Pour Monaco qui menait 2-1, vous avez vu Mbolo, mais à la pause, à 18h. Ah bah attendez, vous n'êtes pas... faites la question. Non, mais Monaco qui gagne, le lancement, c'était mal embarqué pour Monaco à la pause, qui menait 2-1. Est-ce que vous avez Il n'y a aucun problème dans le lancement. Est-ce que vous avez vu le match? Bien sûr. Donc 2-1, le contenu de la première mi-temps, c'est génial. Là, on parle une minute chose. pour convaincre Étienne Moiti. Quand c'est mal embarqué, embarqué, je vois que le présentateur n'est pas content d'avoir raté son lancement, mais ça peut arriver. Racontez-moi la première mi-temps, Étienne. On y va. La première mi-temps, il y a beaucoup d'occasions pour Monaco. Il y a un lesquels? On a vu 62 matchs ce soir, j'ai pas tout en tête absolument. Ah bah oui, de considérer que c'était très mal embarqué à la mi-temps pour Monaco alors qu'il mène au score contre une équipe qui est assez faible, franchement, je trouve le lancement un peu exagéré. Jérôme Alonso, à la pause, il y a un changement. Ben Seguir sort, Golovin rentre. 45 minutes horribles. Il marque à la 46e. Ah si, Jo, c'est horrible. Moi j'ai adoré les mi-temps, je suis comme toi, je me suis régalé, j'ai regardé ça. D'ailleurs, dans cette équipe-là, il y a un joueur pour le PSG, c'est Zakaria. Il y a plein d'occasions pour Monaco. Zakaria. Ah bah ouais, mais c'est pas le style de l'entraîneur, il n'est pas compagnie. Mais la première mi-temps, vous pouvez pas dire qu'elle vous a plu quand même, si? Non, mais Côté Monaco, moi aussi, mais la première mi-temps de ce soir, je parle. Même sans être exceptionnel, ils ont eu des occasions. Le but qu'ils prennent, c'est une double erreur de l'axe central. Le but Singo Keller. Singo qui rate son dégagement, Keller qui va faire un tacle. Mais le but qu'ils mettent eux, c'est pas un cadeau des mi-cadeaux? Un cadeau. Après, il y a une action, les mecs qui jouent mal défensivement. Ils vont le chercher, c'est pas une erreur défensive. Tu peux me dire, c'est un cadeau de Monaco et pas de. Non, c'est un cadeau sur 2 erreurs où ils auraient pu rattraper le coup. Les 2 premiers buts sont 2 erreurs. Jérôme, non, s'il vous plaît, non, je reprends juste la main. L'Étoile Rouge de Belgrade est une équipe très faible. J'ai trouvé que le match et le rythme imprimé par Monaco, moi j'ai retrouvé le Monaco de vendredi soir contre Lille en première période. Et juste après, j'ai vu quelque chose s'animer, j'ai vu des propositions, j'ai vu du jeu qu'il y a une amélioration en deuxième mi-temps. Ah non, c'est un tout autre Monaco. Moi, je me dis pas à la mi-temps, s'ils ne changent pas quelque chose, ils vont à la catastrophe. Je veux dire, ils dominent assez nettement une équipe qui est une équipe faible et ils mènent au score. Voilà, moi, j'avais un sentiment que le match pouvait éventuellement leur échapper. Moi, c'était un changement tactique ou c'est un changement parce qu'il y a une blessure? Non, c'est juste un changement tactique et d'ailleurs. Vous êtes sûr? Oui, je pense. Le match, Mémé, c'est que moi, je suis d'accord sur l'analyse sur la première mi-temps, mais en fait, la lecture, elle change parce qu'il y a ce but à la 45+4. C'est-à-dire que si on fait la même analyse avec un partout à la mi-temps, c'est pas pareil, on n'a pas la même lecture. Vous, c'est par rapport à c'est le score qui nous fait que si la lecture il dit bon, de toute façon, ils ont fait presque le plus dur en mettant le score, ça a quand même une importance en football. Quand même. Oui, mais vous n'étiez pas servi du score, vous étiez servi vous du contenu de la première mi-temps. Mais moi, je me dis pas à la mi-temps, s'ils changent pas quelque chose, ils vont dans le mur. Pas du tout. C'est pas ça que je me dis. Je me dis, il y a une équipe faible en face. Monaco s'est déjà procuré des occasions en première mi-temps. Et s'ils continuent et qu'ils améliorent un petit peu leur niveau, ils vont gagner assez largement. Et Golovin qui rentre dans l'état où il est en ce moment, c'est-à-dire qu'il est bien physiquement, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui. Contre Lille, il a été nul. Pardon? Contre Lille, on l'a pas vu. Non. Mais on parle du match de ce soir. Oui, ce soir, il a été bon. Quand il rentre sur une équipe un peu fatiguée, qui était déjà un peu à la limite, effectivement, parce que c'est très faible. Oui. Mais quand Golovin rentre dans ce match-là,
Bah, c'est sûr que dans les j'ai vu à Kliouche aussi en deuxième mi-temps, qui fait des différences, qui était déjà pas mal en première. Donc je pense qu'il y avait déjà les éléments dans l'effectif et dans la compo de Monaco de première mi-temps pour faire la différence. D'accord, mais c'est vrai que les éléments, c'est pareil. Je veux dire, il n'y a pas photo sur les équipes arrivent sur le terrain, il n'y a pas photo, mais la première mi-temps, elle te fait douter. Alors évidemment, tu te dis, il y a 45 minutes, ça peut changer, mais tu te dis, est-ce qu'ils ne vont pas faire une mauvaise limonade comme un peu à Lille, ils ont fait, comme le match d'avant à Zagreb, qui a été, si les conditions étaient très particulières, ils ont quand même fait un match un peu tordu. Donc, mais je pense qu'il était prévu que Golovin joue une partie de ce match, de toute façon. Alors après, à la mi-temps, forcément, ça donne l'idée d'une sanction. Les changements à la pause d'Adi Hutter lors de cette compétition Ligue des Champions, lors du Barça à la pause, c'est Lamine Camara qui sort, c'est Golovin qui rentre. Alors, il est vrai qu'il y a un partout à la pause. Il est vrai que Eric Garcia a été exclu depuis la 10e minute. Donc là, il y a un changement, vraiment un message envoyé d'Adi Hutter à son équipe pour dire on y va. Et surtout, le contenu là, de ce match-là était vraiment très enthousiasmant de la part de Monaco. À Zagreb, bis repetita, à la pause, Adi Hutter sort 2 joueurs, Golovin et Mbolo. Ileni Kena et Balogun rentrent. Ils étaient menés 1-0, finalement, score final. 2 buts partout, c'est peut-être d'ailleurs le plus mauvais match de Monaco. Parce que dans la culture du foot, changement à la mi-temps signifie sanction terrible pour celui qui est sorti. Alors qu'avec 5 changements, ça devrait être possible de faire un changement à la mi-temps. Mais Ben Seguir n'était pas terrible. Ben Seguir a vraiment raté sa c'est rare de sortir celui qui a été le meilleur. Et puis après, il faut. Mais ça veut dire aussi que pardonnez, mais ça veut dire aussi que peut-être que Hutter, il se trompe au départ des matchs. Oui, aussi. Voilà. Il fait pas le bon choix au départ. Mais par contre, moi j'aime bien les coachs qui réagissent comme ça. Je trouve que voilà, et aujourd'hui, c'est le foot moderne le veut, le commande. Alors, on s'est engueulé, hein, on n'était pas d'accord, mais ça fait partie du sel de cette émission. Mais après, quand Monaco a commencé à prendre les choses en main, c'est vraiment un régal, mon Johan. Vous avez commencé à nous parler de Monaco en plein débrief de Paris. Ça, c'est votre côté meneur de jeu, toujours un coup d'avance. Qu'est-ce que vous pensez de Paris, joue en ce moment? Non, un petit coup d'avance. Mbappé, par exemple. Ce qui se passe dans cette équipe, il y a vraiment des connexions, on va dire, un peu partout. Si on prend les Caio Henrique, les Vanderson, des latéraux qui sont extrêmement joueurs et offensifs et qui défendent plutôt pas mal. Il y a un vrai équilibre, moi, je trouve, dans cette équipe. Il y a le milieu de terrain, les 2 axiaux, ils sont énormes. Camara, Zakaria. Et puis, tes 2 latéraux peuvent monter parce qu'ils peuvent compenser. Ils ont un impact, ils savent jouer au foot, ils jouent simple. Et tu as 4 joueurs offensifs à chaque fois, quand même. Donc ça, c'est assez rare en Ligue des Champions. Donc ce qui permet aussi d'avoir des combinaisons. Et le 4-4-2, moi, j'aime bien parce que quand tu as 2 joueurs devant, ça peut combiner ensemble, ça peut combiner sur les côtés. Et je trouve que même quand ils sont un peu moins bien, comme la première mi-temps, parce qu'on a l'impression que c'était... une chambre d'enregistrement. National 3 en première mi-temps et un vainqueur de Ligue des Champions en première. En deuxième, ça a été, même dans les moments difficiles, tu sens qu'ils essayent de combiner. Alors ça ne passe pas parce que peut-être ça manque d'intensité, peut-être qu'ils sont un peu moins bien. C'était plutôt ça, en première mi-temps. Voilà, c'est ce que je trouve. De quoi ça a essayé, mais ça ne marchait pas. Il manquait d'intensité. Ben Seguir a fait échouer beaucoup d'actions. Peut-être, il y a eu ça. Donc après, le coach décide de faire ce choix-là. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on s'est régalé. Quand ça fonctionne, c'est top parce que tu vois l'ensemble de l'équipe qui participe dans ce match. C'est pas uniquement 2-3 joueurs. T'as pas un doute défensif sur Monaco par rapport à l'objectif là, tout le monde s'emballe et se rappelle 2017, machin. Ce gardien. Voilà, bon, le but qu'ils prennent. Oui, il fait une single erreur, Kerrer qui va tacler. Le but qu'ils prennent, je me dis quand même, waouh. Après, c'est peut-être sur le coup, j'ai pas vu qu'il y ait eu trop d'erreurs sur ce match. Alors peut-être ils ont moins été embêtés. C'est vrai que les 2 font une erreur, mais après, dans l'ensemble, j'ai trouvé costaud, quoi. Puis Singo, il met un but exceptionnel. J'ai Kerrer et Singo, et devant j'ai quand même Zakaria Camara. Et je trouve qu'ils ont retrouvé cette doublette qu'ils avaient à l'époque où... avec Bakayoko et Fabinho. C'est extraordinaire. Donc je trouve qu'ils retrouvent ce système-là et c'est un vrai équilibre dans cette équipe. Alors après, défensivement, peut-être... Fofana Chouameni aussi, quand ils avaient ce Fofana Chouameni, exactement, quand ils avaient ce binôme-là. Et donc je trouve qu'ils ont retrouvé ça avec un potentiel offensif énorme, parce que Ben Seguir a peut-être raté sa mi-temps, mais c'est un joueur qui est quand même en devenir et qui est quand même déjà performant. Sur le banc, tu as Golovin, tu as des joueurs sur le banc aujourd'hui. Et sur le terrain, tu as Kliouche quand même. Tu as Kliouche qui est extraordinaire. Ça, c'est votre chouchou, ça.
Moi, je l'adore. C'est-à-dire que pour une fois, je rejoins Etienne. Je suis d'accord avec lui. T'as bien raison. 31. On est là combien? La Clio. Dans ma Clio. En plus, ce qui est beau. On va parler d'un beau joueur et on nous envoie la pub. C'est vrai? C'est fait exprès, ça? Enfin, c'est toujours comme ça. À Cliouche ou Cherki? En revanche, on a oublié de nous donner les raquettes, on a oublié des citations tronquées. Là, ils sont là. Merci beaucoup. Étienne Moati commence à repeindre le 3e étage. Mes amis, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. On ira voir les matchs de demain avec le chouchou de Stéphane Guy. C'est son cœur breton, les Brestois. Allez, Brest, à tout de suite. On est en train de parler, de dire du bien d'un joueur de foot. Magnès à Cliouche, le chouchou de l'équipe du soir. Un vrai joueur de foot. Élégant, beau à avoir joué. Ouais. Qui joue avec les autres, qui sait éliminer, qui sait faire des passes. Un Johan Mikou, non? Pas loin. De 2022. Mais encore du boulot. Il y a encore un peu de travail, forcément, mais ça vient. Non, il va plus vite. J'ai l'impression qu'il a un meilleur pied gauche que toi. Meilleur pied gauche. Et son pied droit un peu moins bien, parce qu'il a voulu la mettre à Golovin à un moment donné. Non, mais Étienne voulait en parler. Ouais. C'est un peu son registre quand il joue sur le terrain le dimanche. Non, Étienne, qu'est-ce que vous aimez chez ce joueur-là? Ça a été dit par Jo. Oui, mais ça va être mieux dit. Non, parce qu'en plus, il y a un aspect esthétique. Alors après, c'est pas forcément... s'est imposé comme le héros du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Grâce à une performance exceptionnelle au Santiago Bernabéu, le jeune Brésilien a inscrit un triplé en seconde période, permettant à son équipe de décrocher une précieuse victoire. Élément clé de cette rencontre, il a été élu MVP du match, témoignant de son influence sur le terrain et de son rôle déterminant dans le succès de son club. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, après le match, Vini Junior s'est exprimé avec émotion sur la contribution de l'équipe et des supporters. Nous croyons en nous. Nous sommes chez nous, avec nos fans, et tout peut arriver. Quand nous sommes arrivés au vestiaire à la mi-temps, tout le monde était très silencieux, et nous n'écoutions que le coach. Il nous a simplement dit une chose, si nous marquions le premier but, nous reviendrions dans le match. Une fois encore, nous l'avons fait, et c'est en grande partie grâce aux supporters et à l'effort collectif de l'équipe qui a tout donné. Cependant, il est important que nous nous améliorions et jouions avec la même intensité dès le début. Sinon, l'entraîneur ne pourra pas toujours le supporter. Vini Junior a également reconnu le rôle stratégique de Carlo Ancelotti et l'impact des ajustements effectués à la pause. Nous surveillons comment nous jouons, et l'entraîneur trouve toujours des moyens de rendre les matchs plus simples pour nous. En seconde période, nous avons changé non seulement la formation, mais aussi la dynamique et notre manière de jouer. Cette compétition est la nôtre, et nous voulons la gagner à nouveau. Le Brésilien a ensuite partagé ce que son coach lui avait confié après son triplé. Ancelotti m'a dit de continuer sur cette voie, que je pouvais encore m'améliorer. J'ai seulement 24 ans, et je veux rester ici pour toujours. Je veux accomplir de grandes choses pour ce club qui m'a tout donné depuis mon arrivée. En évoquant les ambitions de l'équipe, Vini Junior a souligné l'importance du soutien des supporters et l'engagement total des joueurs. Nous allons tout donner, surtout à domicile avec nos fans. Cette saison, comme toujours, nous allons nous battre pour tout. Il a également exprimé sa gratitude envers les supporters, qui scandaient son nom avec passion. Je ressens une immense joie chaque fois que les fans chantent mon nom. C'est un rêve devenu réalité, et j'adore marquer des buts pour eux. Ce match contre le Borussia Dortmund a montré une fois de plus que Vini Junior n'est pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un leader sur lequel le Real Madrid peut compter pour les défis à venir. Le Brésilien continue de prouver qu'il est un élément essentiel de l'équipe, et il semble déterminé à écrire encore plus de pages mémorables dans l'histoire du club.